Imaginez-vous en montagne, à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes. Vous êtes au pied d'une falaise, à proximité d'un lac cristallin, l'eau est pure. Le ciel est bleu, le soleil brille, l'air est frais, vous en prenez plein les poumons. Vous êtes dans un site protégé, dans un site éloigné des sources de pollution, éloigné des vallées polluées, éloigné du trafic routier, des incinérateurs, des industries polluantes, etc., etc. Et vous êtes là dans le cadre d'un projet scientifique avec vos amis chercheurs, avec vos amis plongeurs, avec vos amis chimistes, et vous travaillez sur des projets d'analyse d'eau en altitude. Et vous vous rendez compte que même ici, dans ces sites protégés, vous trouvez des particules plastiques, des microplastiques. Voilà le triste constat qu'on a pu faire cet été à deux pas d'ici dans les Alpes françaises. Alors il ne s'agit pas de grosses particules plastiques qui seraient issues de la fragmentation de déchets plastiques qui auraient été rejetés par les skieurs, par les randonneurs, par les alpinistes. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fin, des petites particules, 50 microns, à peu près l'épaisseur d'un cheveu, qui sont liées à l'utilisation quotidienne du plastique, à notre utilisation quotidienne du plastique dans les vallées, qui partent dans l'atmosphère et qui viennent se redéposer dans tous les écosystèmes. Donc le plastique est partout. Le plastique, on savait que les océans étaient pollués, on savait que les cours d'eau et les fleuves étaient pollués. On sait maintenant que même les montagnes, les sites protégés sont pollués. Et il paraîtrait même qu'il y a du plastique dans l'assiette, puisqu'il y a des récentes études qui tentent à prouver qu'il y aurait du plastique dans le sel et dans la bière. Alors, c'est un problème environnemental, on pollue les écosystèmes. Et puis c'est également un problème économique, parce que ça peut impacter le tourisme, mais aussi la pêche. Alors je vous ai mis quelques chiffres pour illustrer un peu la problématique. Le plastique a été créé dans les années 50, donc démarrage de la production plastique, matériaux miracle industriel, matériaux légers, étanches, pas chers, malléables, bourrés de qualité. D'ailleurs, sa principale qualité est aussi son principal défaut, à savoir sa longévité. Donc au départ, démarrage timide, et puis ensuite la machine s'emballe. Donc, années 70, 1 tonne par seconde de plastique était fabriquée à l'échelle mondiale. Années 80, 3 tonnes par seconde. Années 90, 5 tonnes par seconde. Années 2000, 7 tonnes par seconde. Et aujourd'hui, 2019, on a franchi le cap de 10 tonnes par seconde produites dans le monde. Chaque seconde dans le monde, 10 tonnes de plastique sont fabriquées. 10 tonnes de plastique. Les experts sont formels, si on continue sur cette tendance, à l'horizon 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Alors je ne suis pas en train de faire le procès du plastique, le plastique a énormément d'avantages, il y a de nombreuses filières qui ne peuvent pas vivre sans le plastique, je pense notamment à la médecine, à l'aéronautique, à toute une série de filières pour lesquelles le plastique est extrêmement important. Par contre, sur cette masse énorme de plastique qui est produite dans le monde chaque seconde, il y en a 40% qui correspondent à de l'emballage, à du plastique à usage unique. Donc dit autrement, 15 minutes d'utilisation pour 400 ans de durée de vie dans les écosystèmes. On a tous en tête le suremballage, l'emballage de fantaisie, le tout jetable, vous savez, ce paquet de biscuits enveloppé dans du plastique. On l'ouvre, derrière on a une boîte cartonnée plastifiée, on l'ouvre, on a une barquette en plastique qui contient elle-même des sachets individuels de 4 biscuits. Donc voilà, le plastique c'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, et typiquement le plastique à usage unique c'est du mauvais cholestérol. Alors si on regarde maintenant à l'échelle mondiale, comment ça se passe? Il y a deux phénomènes à l'échelle mondiale. Il y a d'abord les pays riches et puis ensuite il y a les pays pauvres. Alors pays riches, phénomène des pays riches, c'est qu'il y a beaucoup de consommation de plastique. Principalement l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine et puis le Japon. On considère qu'il y a à peu près 10 fois plus de production de plastique dans ces pays-là que dans les pays pauvres. Et puis deuxième phénomène, les pays pauvres. Alors eux, les pays pauvres, le problème, c'est pas tant qu'ils consomment beaucoup de plastique, c'est qu'ils ont des taux de collecte qui sont très faibles, taux de collecte et traitements qui sont très faibles. Le taux de collecte dans un pays est directement lié au niveau de PIB. Plus le PIB est élevé, plus le pays collecte. Plus le PIB est bas, moins le pays collecte. C'est normal d'ailleurs, quand on ne sait pas comment on va manger dans la journée ou on ne sait pas comment nourrir ses gosses, la gestion du plastique n'est pas forcément la priorité de la journée. Donc deux phénomènes, pays riches, pays pauvres, on pourrait se dire finalement le problème c'est les pays pauvres puisque la fuite elle est chez eux. Alors oui, sauf que nous, pays riches, on exporte une partie de nos déchets plastiques vers les pays pauvres. Donc en fait les pays riches consomment beaucoup de plastique, ils exportent une partie de leur plastique vers les pays pauvres ont des faibles taux de collecte, et voilà. La boucle est bouclée, la pollution n'a pas de frontières. Alors comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé finalement dans une situation où on a 10 tonnes par seconde de plastique qui sont produites dans le monde et où dans le même temps on a un tiers de cette masse énorme de déchets qui est mal gérée. Quand je dis mal gérée, c'est soit non collecté, soit envoyé dans des décharges sauvages, soit dans des décharges non contrôlées.
On en est arrivé là tout simplement parce qu'on n'a jamais considéré la problématique du plastique dans la globalité de son cycle de vie. Et oui, le plastique a un cycle de vie au même titre qu'un être humain a un cycle de vie. Un être humain, il naît, il vit, il meurt, et le plastique, il est fabriqué, il est utilisé, et ensuite il est jeté. Alors c'est une chaîne finalement avec différents maillons. Premier maillon, le fabricant de matières plastiques vierges, donc depuis le pétrole jusqu'au plastique. Deuxième maillon, le fabricant d'objets en plastique. Troisième maillon, l'utilisateur. Et quatrième maillon, le déchet. Alors bien souvent, quand on raisonne au niveau du plastique, on se concentre uniquement sur le dernier maillon de la chaîne, donc le déchet, qui est une partie importante du problème, mais qui n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Si je reprends le premier maillon, donc le fabricant de matières plastiques vierges, lui, son métier, c'est quoi? C'est de transformer du pétrole en matière plastique vierge. Pétrole, c'est ni plus ni moins que le plastique, c'est ni plus ni moins que du plastique solidifié. Donc lui, cet acteur-là, il n'est pas du tout responsable de la matière plastique une fois qu'elle a été produite. Il n'est pas responsable ni des coûts de collecte, ni des coûts de traitement. Donc la conséquence de tout ça, c'est une matière plastique vierge qui est introduite sur le marché, qui est beaucoup trop peu chère par rapport à ce qu'elle devrait être. Elle devrait intégrer ce qu'on appelle les externalités, donc tous les coûts de dépollution qu'elle peut générer. Donc problème numéro 1, trop de plastique introduit à l'échelle mondiale sur le marché. Si je prends le deuxième maillon de la chaîne, donc le fabricant d'objets en plastique, donc lui, son métier, c'est d'utiliser la matière plastique vierge qui a été fabriquée par le premier acteur en des objets plastiques, des brosses à dents, des pare-chocs de voitures, des montres, etc., etc. Alors lui non plus, cet acteur-là n'est pas ou peu associé au coût de collecte et traitement de ces déchets. Donc ça se traduit par des modèles commerciaux qui vont privilégier le plastique à usage unique, le plastique non recyclé, le plastique non recyclable. Alors je tempère un peu mes propos, il y a de nombreux pays, dont la France fait partie, qui ont mis en place des mécanismes qui s'appellent la responsabilité élargie du producteur, qui permettent, via de l'éco-conception, d'intéresser et d'associer l'industriel à travailler différemment et à faire des produits qui soient plus recyclables ou moins pénalisants au niveau plastique. Mais actuellement, ce n'est pas du tout suffisant et surtout, ce n'est pas généralisé à l'échelle du monde. Il y a énormément de pays qui n'ont pas mis en place ce type de procédé. Donc deuxième problème, au niveau de cet acteur, trop de plastique à usage unique, trop de plastique non recyclable, trop de plastique non recyclé. Je prends le troisième maillon de la chaîne, donc l'utilisateur. Alors l'utilisateur, c'est vous et moi, c'est le citoyen, c'est la collectivité publique, c'est l'entreprise. D'ailleurs, c'est le maillon de la chaîne qu'on aime bien culpabiliser, parce qu'on se dit, bah tiens, ils ne sont pas vertueux, ils jettent leurs déchets dans la nature. Alors bien évidemment qu'il y a des comportements qui sont non vertueux, mais en même temps, on ne crée pas forcément toujours les conditions qui permettent aux citoyens de vivre différemment. Et puis enfin, dernier maillon de la chaîne, donc le déchet, tout au moins l'acteur qui va traiter le déchet. Alors cet acteur, lui, supporte injustement le fardeau financier lié au traitement des déchets. Et oui, il est au bout de la chaîne. Il y a 3 grandes voies d'élimination des déchets au niveau mondial. Il y a tout d'abord l'enfouissement en décharge. Alors ça, c'est pas forcément une solution vertueuse. Là, vous êtes tous étudiants, mais globalement, quand on met du plastique en décharge, on ne fait que reporter le problème sur les générations futures. Donc pas forcément très vertueux. Une deuxième solution qu'on voit de plus en plus, c'est l'incinération. Alors l'incinération n'est pas forcément non plus vertueuse, puisqu'on va transformer une forme de pollution, en l'occurrence le plastique, en une autre forme de pollution, en l'occurrence la pollution de l'air. Quand on brûle du plastique, on émet des produits chimiques comme des dioxines, qui sont des produits qui sont toxiques, qui sont cancérigènes, et qui causent des problèmes pour la santé publique. Donc pas forcément vertueux. Étant entendu bien évidemment que les incinérateurs font l'objet de polémiques dans les pays développés, mais dans les pays non développés, soit ils ne sont pas contrôlés, soit il n'y a pas d'incinérateur, on met le feu directement aux ordures, aux poubelles. Donc deuxième solution, pas forcément vertueuse. Et puis troisième solution, le recyclage. Alors, on pourrait se dire c'est une solution formidable. Alors oui, sauf que tous les plastiques sont pas recyclables. Les plastiques sont pas recyclables à l'infini. C'est pas une boucle fermée, hein. Il faut rajouter à un moment donné du plastique vierge au sein de cette boucle pour pouvoir pérenniser la chose. Et puis c'est extrêmement compliqué de recycler. Il y a des mélanges de plastique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui rendent difficile certains composés plastiques à recycler. Et puis certains autres plastiques contiennent des produits chimiques qu'on n'a pas forcément envie de réintroduire dans la chaîne des nouveaux produits. Et puis enfin, dernier point, le recyclage est actuellement pas rentable, puisque le différentiel de coût entre la matière plastique vierge, donc issue du pétrole, et le plastique qui pourrait être recyclé n'est pas suffisamment grande. Du coup, le coût de recyclage n'est pas forcément intéressant. Donc troisième problème, c'est pas la technologie qui va nous sauver. Donc en fait, on est face à quoi? On est face à une crise du plastique. Une crise du plastique. En Chine, le mot crise, c'est 2 pictogrammes, c'est à la fois menace et opportunité.
Donc je vais plutôt me placer dans le camp des optimistes. Il y a un philosophe américain qui disait que le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste les voiles. Donc je pense qu'il est temps d'ajuster les voiles. Et pour ça, il y a quand même des motifs d'espérance. Comme motif d'espérance, il y a notamment l'énorme prise de conscience mondiale de la pollution plastique. Depuis 3 ans, on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas allumer une télévision, on ne peut pas lire un article sur Internet sans qu'on parle du plastique. Les citoyens se sont emparés de cette cause. Et globalement, le politique peut agir quand le citoyen est prêt, et manifestement il est prêt. Et les consommateurs, les industriels fabriquent en général des produits qui sont le reflet des consommateurs, et manifestement, les consommateurs ont envie de changer. Donc, globalement, il y a pas mal de solutions qui commencent à voir le jour, des solutions qui peuvent être que globales et qui commencent à faire consensus. Première proposition, signer un traité mondial juridiquement contraignant. On ne peut pas travailler un pays indépendamment de l'autre. Ce n'est pas uniquement les USA, uniquement l'Europe, uniquement la Chine. Ça peut être que global. Et en termes de pollution planétaire, on pourrait s'inspirer d'un protocole qui a été signé en 87, en l'occurrence le protocole de Montréal, qui visait également une pollution planétaire, les polluants qui avaient un effet et qui détruisaient la couche d'ozone. Si on fait une analyse des politiques publiques depuis une trentaine d'années, en matière d'environnement, on s'aperçoit que c'est le protocole qui a le mieux fonctionné. Donc même problème, pollution planétaire, mêmes effets, on pourrait tout à fait s'inspirer de ce protocole de Montréal pour signer un traité international qui permettrait de s'affranchir et de travailler tous ensemble. Première proposition. Deuxième proposition, comme je vous l'ai dit, il faut agir sur la globalité de la chaîne de vie du plastique, en coordonnant les actions et en agissant sur chaque maillon de la chaîne et en favorisant les interactions entre les acteurs. Donc ça peut se traduire sur des actions à la fois sur l'offre et sur la demande, donc les entreprises et les citoyens. Et la déclinaison opérationnelle, c'est quoi? C'est la suppression du plastique à usage unique, c'est favoriser la réutilisation. En sens, on parle beaucoup aujourd'hui de la réapparition de la consigne, comme nos grands-parents avaient l'habitude d'utiliser. La consigne qui est d'ailleurs l'objet de la nouvelle loi sur l'économie circulaire portée par le gouvernement. Donc plutôt que d'acheter et de jeter, on pourrait réutiliser des bouteilles en plastique ou des bouteilles en verre ou des bouteilles en fer. Donc c'est particulièrement pertinent en cette période. Et puis enfin, dernière voie, favoriser le recyclage, donc en associant bien évidemment les industriels pour ne pas mélanger les plastiques ou pour éviter la mise en place de produits chimiques dans les plastiques. Donc deuxième proposition. Et puis troisième proposition, je l'ai vu tout à l'heure, la fuite de plastique a lieu dans les pays pauvres, donc aider les pays pauvres à mieux collecter, à mieux traiter leurs déchets. Donc voilà 3 propositions de bon sens qui commencent à faire un peu consensus dans la communauté et qui sont simplement des actions qui visent à penser globalement et à agir localement. Pour terminer, je vous ai mis la photo de la Tour Eiffel. Pourquoi la Tour Eiffel? Tout simplement pour illustrer la masse énorme de plastique qui est générée dans le monde à chaque instant. Je vous ai parlé une dizaine de minutes. Durant ce court laps de temps a été produit dans le monde l'équivalent en plastique du poids de la Tour Eiffel, 10 000 tonnes. Je vous remercie.